Bonjour à tous. Donc, moi, j'ai choisi ce sujet aujourd'hui parce que je voulais vous parler, vous montrer comment nos données de registre et de cohorte permettent de suivre des données de vraie vie de nos patients qui ont une maladie rare et qui prennent un traitement rare, nouveau et réservé à cette maladie. Je crois qu'il y a ça pour faire passer. Ok, donc juste pour introduire, vous dire quelques mots de la maladie rare dont je vais parler. Excusez-moi, je casse tout. Voilà, je reviens. Donc, l'hypercholestérolémie familiale homozygote a une prévalence à peu près d'1 sur 300 000, mais c'est à peu près, c'est incertain. On pense que c'est sûrement plus fréquent que ça. C'est une maladie autosomique dominante et qui est caractérisée par des taux très, très élevés de cholestérol depuis la naissance, entre 5 et 15 grammes par litre, donc c'est énorme. Et du coup, les patients ont une exposition toute leur vie de leurs artères à des taux très hauts de cholestérol. Et donc, ce cholestérol va se déposer dans l'intima média des artères, faire des stries lipidiques et finir par boucher les artères. Donc, si on ne fait pas le diagnostic avant l'âge de 20 ans, c'est assez catastrophique puisque on sera face à des jeunes qui auront des infarctus massifs, voire des morts subites avant l'âge de 20 ans en l'absence de diagnostic. Donc, c'est vraiment une maladie très sévère qu'il faut dépister très tôt. Alors, il y a peu de symptômes avant l'infarctus ou la mort subite, malheureusement. Donc, il y a souvent une errance diagnostique. Et quand il y a des dépôts extravasculaires, c'est-à-dire sur la peau de cholestérol, heureusement, souvent, c'est un pédiatre ou un médecin généraliste qui voit ces dépôts et qui l'envoie vers le centre expert. Mais en l'absence de dépôts extravasculaires, la maladie est complètement asymptomatique jusqu'à l'événement cardiovasculaire. Donc, ces dépôts, souvent le pédiatre ou le médecin généraliste les verra une fois dans sa vie, mais c'est assez marquant. Donc, c'est des dépôts de cholestérol qui peuvent se faire sur les tendons, donc tendons d'Achille ou sur les extenseurs des mains, mais encore faut-il examiner nos patients et baisser la chaussette des patients pour voir leur tendon d'Achille. Ce qui est un peu plus visible ici, c'est l'arc cornéen chez des enfants ou des xanthomes plancutanés, comme ça, c'est des dépôts de cholestérol sur la peau. Donc ça, c'est quand même très visible, ou des xanthomes tubéreux qui peuvent se voir au niveau des coudes ou au niveau des genoux. Donc, je vous l'ai dit, c'est une maladie génétique et ça concerne des gènes qui sont tous impliqués dans le catabolisme des lipoparticules LDL, qui sont les lipoparticules circulantes qui transportent le cholestérol dans le sang. Il y a seulement 3 gènes qui sont impliqués dans cette maladie, c'est peu, même s'il y a beaucoup de mutations sur ces 3 gènes. Donc, dans ces 3 gènes, il y a essentiellement le gène qui code pour le récepteur au LDL. Donc, ici, on est avec un hépatocyte. Ici, on est dans le sang circulant. Et pour que les lipoparticules qui transportent le cholestérol soient éliminées du sang, il faut qu'elles se fixent via leur ligand sur le récepteur LDL à la surface de l'hépatocyte. Et ensuite, l'ensemble est dégradé dans une vésicule de Clathrin et dans le lysosome. Et ici, vous avez PCSK9 qui est un deuxième acteur après le récepteur OLDL. Et quand PCSK9 est fixé au récepteur OLDL, il entraîne la dégradation du récepteur OLDL et il l'empêche de revenir à la surface pour recapter des lipoparticules LDL. Et enfin, le troisième acteur, c'est le ligand de la lipoparticule au récepteur, qui est l'ApoB. Donc, les mutations les plus fréquentes, c'est celles qui touchent le récepteur OLDL. Il y a plusieurs milliers de mutations qui sont décrites. C'est un très long gène. Et beaucoup moins fréquemment, on a des mutations de l'ApoB ou des mutations gain de fonction de PCSK9 qui ont été découvertes par une équipe française il y a de ça une vingtaine d'années. Alors, le problème pour ces patients, c'est la thérapie. Parce que jusqu'à ce jour, les thérapies dont on disposait, elles nécessitaient toutes d'avoir un récepteur OLDL qui est fonctionnel. Or, vous l'avez compris, dans cette maladie, avec les mutations du récepteur OLDL, les récepteurs OLDL sont peu fonctionnels. Donc, quand il n'y a pas du tout de fonctionnalité, par exemple, quand on a une protéine tronquée, ce qu'on appelle une mutation nulle, biallélique, on n'a pas du tout de récepteur et du coup, les thérapies marchent vraiment pas du tout.
Donc, les traitements classiques qui sont les statines ou les étrols marchent très peu chez ces patients. Et les anticorps anti-PCSK9, qui nécessitent aussi d'avoir une activité du LDL récepteur résiduel pour fonctionner, sont aussi très, très peu actifs. Et donc, le seul traitement qui est le traitement gold standard à ce jour, ce sont les séances de LDL aphérèse ici. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un traitement très lourd où là aussi, effectivement, la qualité de vie des patients, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, est très, très altérée. Donc, c'est une épuration extracorporelle du cholestérol. C'est comme une sorte de dialyse et le cholestérol va se fixer sur des colonnes chargées et on remet le sang nettoyé. Donc, ça dure 3-4 heures, c'est toutes les semaines et en fait, ça prend la journée parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres qui sont experts. Souvent, les patients, ils se font 100-200 km pour venir faire une séance d'aphérèse. Ils sont fatigués, ça fait une journée en moins dans la semaine pour travailler ou aller à l'école. Donc, voilà, c'est un traitement lourd et effectivement, il y a quelques études qui montrent qu'il y a un fort impact sur la qualité de vie. Et donc, depuis très, très peu, hein, depuis peut-être 3-4 ans, on a enfin des nouvelles molécules. Donc ça, c'est une espèce de révolution pour nous et pour ces patients, qui sont des molécules qui sont réservées à l'hypercholestérolémie familiale homozygote. Et la grande nouveauté, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'avoir un récepteur ou LDL fonctionnel pour fonctionner. Donc ça, c'est très important pour nous. Et avec ces deux molécules, on a une baisse de 50% du taux de cholestérol, quelle que soit la mutation génétique et quelle que soit la fonctionnalité résiduelle du LDL cholestérol. Donc, on a ce qu'on appelle le Lojuxta ou l'omitapide, qui est sorti en premier il y a quelques années en France, qui se prend par voie orale, qui est uniquement chez les adultes et pas chez les enfants. Le problème, c'est que ce médicament inhibe une enzyme qui s'appelle la MTP, qui est chargée d'assembler les lipoparticules ou dans l'intestin ou le foie. Et comme il y a une inhibition de la formation de ces lipoparticules, elles s'accumulent dans l'intestin et dans le foie. Donc, si on mange gras, on a des diarrhées graisseuses. Donc, c'est un effet secondaire très désagréable. Mais surtout, il y a une stéatose hépatique, une surcharge en graisse du foie qu'il faut surveiller. Donc, finalement, on n'a pas beaucoup de patients. Je pense qu'en France, on a une quinzaine de patients qui sont sous ce traitement qui est extrêmement cher. Et puis, il y a un deuxième médicament qui est actuellement en accès précoce 2, donc post-AMM, qui s'appelle l'Evkeeza. Et lui, c'est un anticorps qui va, donc ça se fait par voie veineuse une fois par mois. Et cet anticorps est dirigé contre l'angiopoietin like 3. Et l'angiopoietin like 3, c'est une enzyme qui inhibe deux lipases qui sont chargées d'hydrolyser les lipides des VLDL pour former les LDL. Donc, quand on inhibe cette enzyme, l'ANGPTL3, on réactive la lipase endothéliale et la LPL, et donc on active le turnover des VLDL et des LDL qui sont recaptés par le foie, même sans récepteur au LDL. Donc, l'étude qu'on a menée grâce à notre cohorte Refercol, c'était sur l'efficacité et la tolérance en vraie vie de l'Evkeeza que nous avons à notre disposition maintenant en France entre la phase ouverte et la vraie vie depuis 4 ans. Et c'est vrai que les registres sont les seuls outils qui nous permettent de faire ces études de vraie vie, contrairement aux essais randomisés double aveugle. Donc, dans cette étude, on a voulu regarder l'efficacité et la tolérance de l'Evkeeza chez nos patients et on a comparé nos patients à notre cohorte dans notre registre qui n'était pas traitée par Evkeeza. Donc, c'était une étude française dans laquelle on a inclus des patients qui ont participé à l'étude internationale ELLIPS qui avait inclus 50 patients qui avaient étudié l'effet de l'Evkeeza chez les homozygotes versus placebo, dans laquelle il y a eu 4 patients français qui étaient inclus, 2 à Paris et 2 à Marseille. Et on a recruté 8 nouveaux patients qui étaient dans la phase ouverte d'ELLIPS. Et donc, on a pris ces 12 patients. Il fallait qu'ils aient un traitement stable et qu'ils reçoivent l'évinacumab, je vous l'ai dit, par voie veineuse une fois par mois.
Donc, on a collecté des données classiques démographiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, et puis des données lipidiques un peu précises. Et notre critère primaire de jugement, c'était de regarder l'efficacité sur la baisse du LDL cholestérol à 6 mois en vraie vie, et ensuite de regarder les changements dans les autres paramètres lipidiques. Et ensuite, ce qui était tout à fait nouveau, parce que c'était dans aucune étude, puisque dans l'étude randomisée double aveugle, sur 1 an, ils n'avaient pas les moyens de faire ça, ils n'avaient pas de population contrôle, c'était de regarder les événements cardiovasculaires chez ces patients par rapport à notre donnée, notre cohorte contrôle. Bon, je ne veux pas vous détailler ça, c'est indigeste. Juste, je voulais vous montrer ici. Donc ça, ce sont les 12 patients. Vous voyez les âges, hein. On a 2 patients de 12 ans. Donc, c'est des gens qui ont un patient de 15 ans qui sont globalement entre 15 et 30 ans. Et bon, exceptionnellement, il y a un patient de 60 ans ici, mais il a des mutations beaucoup moins sévères. Ensuite, ici, c'était pour vous montrer les traitements de ces patients. Donc, le Y en rouge, ce sont pour les patients sous aphérèse. Donc, vous pouvez voir ici que la très grande majorité de ces patients ont des séances d'aphérèse 1 fois toutes les 2 semaines ou 1 fois toutes les semaines. Voilà. Donc ici, vous avez les taux de cholestérol avant le traitement. Donc, vous voyez qu'en moyenne, ces gens qui sont suivis dans des centres spécialisés et qui ont le gold standard of care, hein, donc les meilleurs traitements qu'on puisse avoir, ils ont quand même 3 grammes de cholestérol et ça fait 2,60 grammes de LDL cholestérol malgré les traitements maximum avec les LDL aphérèse. Donc ici, vous avez les premiers résultats qui sont la baisse du LDL cholestérol à 6 mois. Selon les mutations, vous voyez en bleu, ce sont les patients qui gardent une petite activité du récepteur au LDL. En rouge, ceux qui n'ont plus du tout d'activité de récepteur au LDL. Et ce qu'on voit d'emblée, c'est que quelle que soit la mutation génétique, on est quand même efficace. Et donc, on a en moyenne quand même une baisse de un peu plus de 50% du LDL cholestérol à 6 mois. Donc, on a ça avec aucun autre médicament. Donc, c'est vraiment enfin, très important pour nos patients. Et ici, vous voyez la baisse du LDL cholestérol à 6 mois. Donc, grâce au registre, on a une longue durée de suivi, entre 3 ans et demi et 4 ans pour tous nos patients. Et vous voyez que la baisse se maintient au cours du temps, ce qui est aussi très important pour nos données de vraie vie. Au niveau de la tolérance et de la safety, elle est excellente. C'est un médicament qui n'a pas d'effet secondaire, en fait, à part parfois chez certains une petite rhinorrhée, type rhinopharyngite, mais c'est vraiment très discret. Sinon, c'est très bien toléré. Il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas d'effet musculaire, il n'y a pas de stéatose. Voilà, la tolérance est excellente. Donc, je vais finir avec l'étude de comparaison sur les événements cardiovasculaires. Et c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est vraiment grâce à notre cohorte et au registre qu'on peut faire ce type d'études en vraie vie. Donc, en France, on a la chance d'avoir le registre Refercol qui est promu par la NSFA. Donc, c'est notre société savante de l'athérosclérose. Refercol, ça inclut des patients qui ont la forme génétique d'hypercholestérolémie familiale, pour lesquels il y a une forme fréquente qui est hétérozygote, donc c'est une mutation monoallélique, et la forme rare dont on vient de parler, 2 mutations bialléliques, et donc c'est la forme homozygote. Et donc dans Refercol, on a la chance de suivre, maintenant on est à un peu plus de 11 000 patients. On a 24 centres sur la France et les territoires d'outre-mer qui y participent. On couvre quasiment tous les CHU du territoire. On a une cohorte qui est entre 500 et 600 enfants. Et enfin, on a une des plus grandes cohortes pour l'hypercholestérolémie familiale homozygote avec 180 patients qui sont suivis. Donc, pour notre cohorte contrôle, on a apparié à l'âge, donc pas tout à fait à l'âge, plus ou moins 2 ans et demi, nos patients, nos 12 patients, on les a appariés avec des patients du même âge, du même sexe, qui étaient sous aphérèse pour ceux qui étaient sous aphérèse et avec un ratio de 1/2. Et on a fait des courbes de Kaplan-Meier, on a regardé la survie sans événement.
Bon, vous voyez, il n'y a pas de... c'est sans équivoque. Ici, sur 4 ans de traitement sous evinacumab, on n'a eu aucun événement cardiovasculaire chez nos patients, hein, qui étaient quasiment tous, même tous, en prévention secondaire et qui avaient déjà eu des événements cardiovasculaires malgré leur jeune âge. Même les 2 gamins de 12 ans de Dijon avaient déjà eu, c'était un frère et une sœur, chacun un événement cardiovasculaire, alors que dans la cohorte contrôle apparié, eh bien, sur la même durée de suivi, on a eu 5 patients qui ont fait 13 événements sur les 21 patients appariés au 12 et c'était significatif. Donc, pour conclure, ces données de registre, elles permettent vraiment de nous donner des données solides de vraie vie sur l'efficacité et la tolérance des nouveaux traitements, d'avoir des cohortes contrôle appariées. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que pour moi, les registres est vraiment un outil majeur pour le suivi des patients maladies rares qui ne sont pas dans des RCT, qui ne sont pas dans des études, et que pour les suivre et bien les phénotyper et les génotyper, c'est vraiment incontournable. Voilà, donc je voulais remercier tous les investigateurs parce que c'est un registre, c'est énormément de travail. Donc il y a beaucoup d'investigateurs, beaucoup d'ARC qui saisissent toutes les données, des patients qui doivent donner leur accord, signer leur consentement, et l'association de patients aussi qui travaille beaucoup avec nous pour l'ensemble de ces études et qui fait passer l'information aux autres patients dans leur réseau. Merci.